Bonjour Charlotte, Salut Estelle. bienvenue dans Biz and Pips. Merci. Je suis trop contente d'être avec toi et de tester ce setup. Mais ouais, génial. Très contente d'être là aussi. Merci pour ton invitation. Écoute, j'ai hâte d'écouter ton histoire qui est Mmh. assez incroyable, rocambolesque. On va Mmh. dérouler tout ça dans cette interview. Charlotte, tu es Mmh. la cofondatrice de The Fat Broccoli, une chaîne de restauration rapide 100% VG. Cette chaîne, tu l'as créée avec ton acolyte de business, mais aussi ton acolyte de tous les jours, Mmh. Antoine, avec qui tu partages une famille de 3 enfants, mais aussi un chat et un chien. C'est important Tout de à ne fait, pas je les les ai oublier. enseignés. Ouais. Alors, même si The Fat Broccoli, c'est ta première expérience professionnelle dans la restauration, tu n'en es pas à ta première entreprise. En 10 ans, tu as Mmh. enchaîné les métiers, les expériences. Tu as été blogueuse, Mmh. directrice et fondatrice d'une agence de brand content, Mmh. podcasteuse, prof de yoga. Pour toi, entreprendre, créer tes propres projets, qu'est-ce que ça t'apporte? Waouh, on rentre comme ça direct dans le vif du sujet. En fait, moi, je crois que j'ai je suis hyper curieuse et en fait, j'adore créer des choses. Vraiment, c'est marrant, je l'ai mis comme ça sur ma description LinkedIn, mais du coup, je te le raconte un peu. Quand j'avais 20 ans, j'avais une prof d'écriture à Sciences Po. On avait des ateliers d'écriture, qui, à un moment dans sa présentation, je crois, avait dit qu'elle avait plusieurs casquettes et qu'elle aimait bien ça. Et moi, ça m'avait un peu fait, l'effet d'une bombe. Je m'étais dit: «Waouh, mais moi, en fait, j'ai aussi envie d'avoir ça dans ma vie, d'avoir plusieurs casquettes et de faire plein de choses». C'est vraiment ce qui m'intéresse et m'épanouit et ouais, du coup, j'ai toujours, en général, une activité principale. Tu vois, ce qui m'a occupée quand même, dans tout ce que tu citais, c'était la création de Canard& et Compagnie, notre agence de brand content. Mais en effet, j'ai fait plein de choses à côté. J'ai passé mon certificat de prof de yoga, j'ai eu un podcast que j'ai animé pendant 1 an et cetera et ouais, voilà, ça m'apporte, de la curiosité, de la découverte, des rencontres, et surtout, je pense, cette satisfaction de créer des choses, qui viennent de mon cerveau et de les envoyer dans le monde, quoi. Ton podcast, c'était sur quoi? Alors mon podcast, c'était en plus, je crois que ça a commencé en 2018, donc à l'époque, Ah, il y en avait pas beaucoup, oh hein? non, il y avait quasiment rien. Je crois qu'il y avait, un podcast, je sais pas si tu l'écoutais à l'époque, qui s'appelait Nouvelle École de, Antonin Larcher, qui était un des premiers podcasts, OK. français. Et Pauline Léniaud, je crois, qui venait de se lancer. Heu et c'était en fait, moi, j'ai toujours eu une interrogation dans ma vie, qui est, l'impact et le sens qu'on donne, à nos business. Et en fait, donc moi, j'avais cette agence de brand content qui s'appelle Canard& et Compagnie, qui existe toujours, puisqu'on l'a vendue et qu'elle a été reprise, voilà, par des super, personnes d'ailleurs que j'adore. Et en fait, je me posais vraiment la question de: est-ce que tu dois nécessairement être, tu vas travailler dans une association ou avoir un métier, je sais pas, dans le soin pour avoir un impact sur la Mmh. vie des gens? Et en fait, lancer ce podcast, c'était un peu pour moi une excuse pour aller interviewer des personnes qui m'inspiraient et comprendre un petit peu ce qui les drivait, et comment est-ce qu'elles mettaient de l'impact dans leur métier. Mais en fait, j'avais interviewé du coup des entrepreneurs, mais aussi des artistes, des humoristes, des sportifs, des médecins justement, des journalistes, et c'était intéressant de voir cette notion de sens. Il Et s'appelle comment le il podcast? s'appelle «Aujourd'hui». On ira l'écouter Voilà, alors. bah, ouais, tu peux. Je pense qu'il existe encore, sur les tréfonds d'internet. Mais tu vois, au bout d'1 an, du coup, j'avais fait, je pense, une vingtaine ou une trentaine d'interviews et j'avais les réponses à mes questions. Et du coup, puisque le moteur, à la base, c'était vraiment une interrogation personnelle, je l'ai pas particulièrement continué. Mmh. Mais je pense que j'aurais adoré parce que j'aime beaucoup l'exercice du podcast. Non, mais c'est chouette, ce que tu dis finalement, c'est tu savais déjà dès le début que tu avais envie de Mmh. toucher à plein de sujets différents, Ouais. explorer, Mmh, mmh différents univers mh. Ouais. et du coup, bah, voilà, tu as fait ce podcast-là Mmh. pour, explorer ta propre, on va dire Mmh, curiosité mmh, mmh. sur le sujet de l'impact. Mais, donc tu en parlais, tu as Mmh. aussi fondé, une agence de brand content Mmh. avec, Antoine, Mmh mh. qui est ton mari. Comment vous êtes rencontrés, avec Antoine? Avec Antoine, on s'est rencontrés par, un ami commun. Enfin, moi, c'est un ami, du lycée et lui, c'est son cousin. Vraiment, comme ça, donc très classique, soirée interposée, voilà. Et vous avez entrepris, assez jeune ensemble, du coup? Vous avez créé, l'agence, Canard& et Compagnie Ouais. ensemble? Bah, si tu veux que je te raconte un peu l'histoire, en fait, donc on se rencontre je pense qu'on est en première ou en deuxième année d'études. Il se trouve qu'on sort ensemble. Je te donne tous les les détails du coup. Notre dernière année d'études, donc vraiment, on est en master, tous les 2.
Et l'histoire dira que, en fait, lors de notre premier date, notre premier rendez-vous galant, on va dire ça comme ça, officiel, on s'est dit tous les 2 qu'on avait vachement envie de voyager après nos études, de faire un tour du monde. Bon, à l'époque, j'avais pas autant conscience de l'impact carbone, de l'avion, je crois. Mmh. C'était en 2013 quand on Ouais, on s'en n'en est parlait parlé. pas autant Non, qu'aujourd'hui, hein. ouais, ouais. Et du coup, on s'est dit, «Ouais, moi, j'aimerais trop voyager». «Ah ouais, moi aussi». «Bah, viens, quand on finit nos études, on fait un tour du monde ensemble». Et du coup, en fait, on s'est tapé dans la main et en fait, 6 mois plus tard, on est vraiment partis. Et je pense que ça, ce voyage, il a été hyper fondateur dans notre couple, mais aussi dans notre vie entrepreneuriale. Parce qu'en fait, tout de suite, je pense parce que c'est dans nos natures, on l'a imaginé comme un projet presque professionnel. OK. Donc on avait un blog, Vous le c'était la grande documentiez, du époque des coup? blogs, ouais, c'est Mmh. ça, qui s'appelle, Lever de rideau sur le monde. Je pense qu'il existe encore, lui aussi sur les tréfonds d'internet. Hem et en fait, on avait créé tout un projet autour de l'enfance. Donc en fait, on a traversé 14 pays entre l'Asie et l'Amérique latine et dans chaque pays, on s'arrêtait dans un organisme qui travaille avec des enfants. Donc ça peut être un hôpital, une maison d'accueil, un orphelinat, une école, voilà. Et en fait, souvent, c'était, tenu par des associations qui fonctionnaient sur un système de parrainage avec l'Occident, donc Mmh. l'Europe ou les États-Unis. Et donc Antoine, il est journaliste de formation, journaliste, télé. Donc en fait, il est parti OK. avec sa caméra, son appareil photo et donc voilà, il avait vraiment cette appétence pour, l'image, pour la vidéo. Et moi, j'ai toujours aimé écrire. Donc vraiment, on documentait, un notre voyage, mais 2 surtout, tout ce qu'on vivait à travers, ces rencontres et ces associations. Et en fait, ça a été le démarrage de notre vie entrepreneuriale parce que des entreprises de notre réseau ont suivi ce voyage, ont suivi, voilà, les contenus qu'on créait. Et quand on est rentré, on a des boîtes de notre réseau qui nous ont demandé, de créer des contenus pour elles. Donc OK. très concrètement, Des voilà. collaborations, du coup, avec votre blog? Non, en fait, moi, j'avais fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal et j'étais un peu restée en contact avec eux, en me disant: D'accord. «Bah, peut-être que j'aurais envie d'y retourner après ce voyage». Et quand on est rentrés, ils nous ont dit, qu'eux, ils voulaient créer du contenu sur, le rapport au corps, en fonction de là où tu habitais dans le monde, tu vois? OK. Presque avec une approche anthropologique un peu. Et ils nous ont dit: «On a adoré ce que vous avez fait, bah, est-ce que vous pouvez le faire pour nous?» Ouais, c'était votre propre vitrine par rapport à ce que vous étiez Exactement, capable de produire en termes de exactement. contenu? Et voilà, c'est ça. OK. Et alors, l'histoire dira qu'on n'a jamais travaillé avec, L'Oréal au final, mais en fait, ça a fait un peu l'étincelle Ouais. qui a fait qu'on s'est dit, on avait 23 et 25 ans quand on rentre dans ce voyage et on s'est dit, Il y a un «Attends, truc. si L'Oréal nous demande, de bosser pour eux, et qu'ils aiment, ce qu'on fait, il y a peut-être quelque chose, donc créons notre boîte». On avait beaucoup moins d'enjeux aussi, on était plus jeunes, on avait, pas d'enfants, pas de Mmh. dettes, rien à «perdre» entre guillemets, donc on s'est dit, «Bah, tiens, on va faire ça pendant 1 an et si dans 1 an on n'arrive pas à se payer, on fera autre chose». Et en fait, bah, on a réussi à Ouais. développer le truc, quoi. Donc là, vous êtes revenu à Paris et puis vous avez commencé à lancer cette boîte. Ouais. Pourquoi Canard& et compagnie? Alors, pour 2 raisons, il y a une version officielle et une version officieuse. La version officielle, c'est qu'un canard, c'est un journal, tu vois? C'est Ouais. le donc en fait, nous, dans l'idée de cette boîte, c'était vraiment de faire du contenu, mais plus presque journalistique pour les entreprises. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que, tu vois, on faisait pas vraiment de social media, on était vraiment sur, des contenus plus experts, pour les entreprises et ou assez corporate. Et après, la blague, c'est que quand on a dit à nos potes qu'on montait notre boîte en couple, ils nous ont dit: «Vous êtes vraiment des canards». Et donc on les a pris au mot et on s'est dit: «On va appeler notre boîte Canard& et compagnie». Vous avez Voilà. accompagné, quelle marque, du coup? On bossait plutôt avec des grosses boîtes, donc dans les clients que je peux te citer, on avait AXA, Veolia, Eiffage, Ah Carrefour. ouais! Ouais, 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 plutôt des grosses boîtes. On avait aussi des plus petites boîtes, mais en fait, c'était plutôt des gros corporates. Ça a été quoi la courbe de progression de l'agence? Écoute, la première année, on a bossé, chez nous, dans notre appart, tous les 2 quoi, comme un peu comme 2 freelances dans une structure juridique, donc ça a démarré doucement. Et après, je dirais que, bah, justement, un des éléments déclencheurs, c'est qu'on a chopé AXA en client par l'entremise d'abord de leur fondation, enfin, ils ont une association d'entreprises qui s'appelle AXA à tout cœur. Et en fait, ça, je crois que ça a été le déclenchement. Après, du coup, on a eu Eiffage, enfin, voilà, petit à petit, puis Veolia, enfin. Et donc, voilà, au bout d'1 an, on a pris des bureaux et on a pris notre première stagiaire. Voilà, je crois que ça a été, ouais, ça a été comme ça. Et tu vois, quand on l'a vendu, ça faisait 7 ans qu'on était dedans. Et après, c'est toujours resté une petite boîte. On avait une dizaine de salariés. Bah, c'est quand même pas mal, hein, pour Ouais, avoir ouais, ouais. monté ça à Ouais, 2. ouais, ouais, c'est ça.
Donc ouais, c'était une belle première aventure. À partir de quelle année s'est posée, du coup, la question du projet, bébé? Ça faisait combien de temps que vous aviez la boîte? Écoute, alors, si j'écoutais Antoine, lui, il avait envie d'avoir des enfants depuis bien plus longtemps que moi. On a aussi 2 ans d'écart, c'est pas énorme, mais en fait, à cet âge-là, ça compte quand Ah, il même. est plus âgé, 2 ans Ouais, il plus a âgé? 2 ans de plus et en fait, lui, il voulait avoir des enfants depuis, il m'en parlait déjà depuis avant notre mariage. On s'est mariés en 2019 et moi, je trouvais ça trop tôt. Tu vois, 2019, j'avais 27 ans. C'était jeune, hein, Ouais. déjà, pour me marier, c'était jeune. Et je lui ai dit: «Bah, pas du tout envie d'avoir des enfants tout de suite». En plus, du coup, c'est l'année où, je m'étais mise en tête de passer ma formation de prof de yoga et du coup, c'était assez intense. On Tu dois faire ce qu'on appelle un 200 heures. Donc en gros, Ouais. tu as 200 heures de formation. Ça te parle du coup? Oui. Tu l'as aussi? Yogi aussi. Voilà et moi, je m'étais mise, forcément en tête de faire ça très vite et donc du coup, j'avais trouvé une formation accélérée sur 3 mois où en fait, je faisais ça le vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais, donc Heu l'agence la semaine, Ouais, c'est le ça, yoga le week-end. exactement. Donc c'était quand même, assez intense et j'avais dit: «Antoine, bah, pas du tout le moment d'avoir, des enfants» et en fait, ça, je l'ai fait de septembre à décembre 2019. On s'est mariés en août 2019. Septembre à décembre, j'ai fait, ma formation de prof de yoga. Décembre 2019, du coup, je suis diplômée et en fait, je me souviens très bien ce qui se passe. En janvier 2020, on a une copine, qui vient, enfin, on dîne avec une copine qui nous dit, «Je suis enceinte», voilà, enfin, qui nous annonce ça. Et alors que jusqu'ici, j'avais dit: «Antoine, pas du tout le moment. L'été prochain, j'ai des EVJF et des mariages de copines, j'ai trop envie d'en profiter et tout» et je sais pas, ça m'a fait vraiment, un effet de: Moi «Ah aussi. waouh, mais en fait, moi aussi, en fait, je crois que ça y est, j'ai envie d'avoir un enfant». Donc vraiment, c'est Victoire, voilà, si je sais pas, Victoire, tu écouteras ce podcast, mais je sais même pas si je lui ai jamais dit ça d'ailleurs et du coup, j'ai dit: «Antoine, OK, bah, allez, go, Let's go. allons-y». Et puis en plus, après, il y a eu le confinement. Ouais, c'est ça Toi, tu étais tombée et enceinte pendant le confinement? non, en fait, juste avant. Juste Juste avant, avant? ouais, OK. tout le monde disait: «Ah, c'était un bébé confinement», mais en fait, non, je suis tombée enceinte. Je peux vous donner les détails, le 11 mars 2020, et Oh la vache, et c'était le 13? on a été confinés le 17 mars Ah 2020. ouais. Je le sais parce que mon papa est né le 17 mars, donc je me Ouais. souviens de la date, Je crois qu'en Espagne, c'était le 13 ou le 15, tu vois? Donc peut-être. c'était un tout petit peu avant. Ah oui, donc tu as vécu, les débuts de ta grossesse, Ouais, même presque, enfin beaucoup de ta grossesse, puisqu'en novembre, ouais, vous avez eu un nouveau beh, confinement complètement. Ouais, ouais, non, c'était en un peu France. particulier, un peu stressant aussi. Je me souviens, J'imagine. les premiers débuts, on savait pas vraiment, tu vois? Il y avait quand même énormément de psychose. On était quand même Oui, il y baignés avait par beaucoup les médias, d'incertitudes, on savait pas ce que c'était le ouais et puis Covid. notamment pour les femmes enceintes et tout. Donc moi, je me souviens que j'étais, hyper stressée. Après, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était allés se confiner, dans la maison de mes beaux-parents en Bretagne, avec, aussi mon beau-frère et ma belle-sœur. Ma belle-sœur qui était enceinte de 3 mois, hem Oh, donc ouais, vous avez vécu et vos ouais, grossesses c'est ça, ensemble. exactement. Mais moi, si tu veux, en fait, je découvre ma grossesse, tu vois, vu que je tombe enceinte le 11 mars, mais je ne le sais absolument pas, le moment où le confinement Ah! arrive et donc je découvre, cette grossesse, en fait, enfin, Avec toute ta belle famille. bah, du coup, on n'en parle pas. Mais en fait, on peut pas je me dis pas parce que, en fait, ce que je te dis pas, pardon, je peux rentrer dans enfin, ça me dérange pas du tout d'en parler, c'est qu'en fait, j'ai fait une fausse couche un mois avant. D'accord. Donc en fait, je suis tombée enceinte au mois de février et très vite, genre au bout de 2 semaines, j'ai fait une fausse couche. Donc quand même un peu dur de commencer par ça, tu vois? Ben oui. Un peu dur. Après par la suite, j'ai des copines qui ont fait des fausses couches beaucoup plus tardives, beaucoup plus traumatiques. Moi, c'était plus un peu le faux départ, tu vois? Mmh. Mais quand même, un peu chamboulant. Tu es retombée enceinte super Et je vite suis retombée alors? enceinte, en fait, juste après. Donc en fait, je me posais la question, je me disais: «Est-ce que c'est Mmh. mon cycle qui est pas revenu? Est-ce que» donc en fait, si tu veux, je voyais bien que, pour rentrer dans les détails, très, crus, Oui, que tu avais pas tes règles. j'avais pas Mmh. mes règles et je me disais: «Bah, c'est peut-être mon cycle qui revient pas, et cetera». Mais bon, au bout de 3 4 semaines, je commençais à dire: «C'est chelou cette Il y histoire a quand même». anguille sous roche. Voilà et du coup, à pas vraiment vouloir en parler à nos beaux-parents parce qu'en plus, moi, je un peu le stress de me Et tu dire: avais des «Ben, symptômes ou pas? bah, je crois pas. Antoine dirait que j'étais peut-être un peu vénère, heu, mais je crois pas que j'avais, particulièrement de symptômes, non, tu vois, comme ça, à part être très fatiguée. Mais j'étais plutôt vraiment un peu dans l'attentisme et surtout un peu traumatisée Oui, non, mais c'est de la première normal. fausse couche et je me disais: «Bah, attends, de toute façon, je Ouais. fais rien parce que si ça se trouve, en fait, je vais Mmh. refaire, une fausse couche, tout de suite» et donc en fait, c'est un peu comme si j'avais eu mes règles Tu à as retardement. attendu Donc je et crois que j'ai attendu finalement, genre 5 ou 6 semaines pour aller, ah ouais! ou à un moment du coup, ça s'était un peu assoupli, on avait le droit de sortir avec des autorisations de sortie et tout et donc je crois qu'on a dit à mes beaux-parents: «On va faire des courses et tout» et donc je suis allée acheter un test de grossesse,
à la pharmacie et en effet, je l'ai fait et tout de suite, ça a affiché, enceinte de 3 semaines et plus. Tu sais, ça tu Mmh. les trucs qui dit, 1 ou 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines et plus et ouais, donc là, c'était un peu, c'était à la fois, beaucoup de joie, mais stress de grossesse et enfin de fausse couche et stress Du de, Covid. Covid. Mmh. Donc Donc ta voilà. grossesse s'est bien passée? Ma grossesse après s'est hyper bien passée. J'ai eu en vrai aucun problème, pas de nausées, un peu enfin la fatigue Mais du stressée, début, du coup? mais un peu stressée, un plus de cette incertitude, Mmh. du contexte social Ouais, et ouais, sanitaire. sanitaire quoi, ouais. Tu as attendu Paris pour commencer à faire, le suivi, les Bah ouais, échos? exactement. Du coup, tu vois, en fait, j'ai mon premier rendez-vous médical, c'était l'écho du premier trimestre, en fait. Mmh. Donc bon, au final, Oui, là, tu savais c'est que c'était le parti, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Mais et puis au final, il y a pas mal de filles dont le 1er rendez-vous médical, c'est l'écho Oui, du premier trimestre, mais j'ai pas eu de prise de sang, j'ai pas eu de mais tu bon, fais tu quand voyais même ton ventre quand même peut-être, non, rien du non? tout. J'ai pas eu de ventre avant, je Mais pense, les nausées 3-4 étaient mois. peut-être là? Non, j'avais pas de nausées non plus. Donc Ah ouais? c'était un peu Ouh là particulier. là, Ouais, tu ouais. vois, j'étais un peu genre, je me souviens, je crois que j'avais racheté des têtes de grossesse en mode: «Est-ce que je suis enceinte?» On «Oui, le fait c'est toutes bon». quand quand on est Voilà, un peu stressé, on en c'est fait ça. 5. Ouais, exactement. Donc ouais, voilà. Est-ce que tu as, donc là, tu reviens à Paris après le Mmh, confinement, tu es dans ton premier mmh. trimestre de grossesse. Est-ce que là, vous commencez déjà à mettre en place des choses avec Antoine ou au niveau de l'agence, préparer justement l'arrivée de ce bébé? Oui, oui, enfin, en fait, moi, je m'étais dit que, alors l'avantage qu'on avait, c'est que j'étais déjà plus opérationnelle au sens où, on avait déjà des gens qui bossaient en direct avec les clients et donc moi, j'avais déjà pris un rôle un peu plus, de back office, tu vois? À gérer, les appels d'offres avec des nouveaux clients, à gérer, la compta, les RH et cetera et donc moins des, mmh, un rôle, du quotidien, tu vois? Et surtout, je m'étais dit, «J'ai envie de prendre tout mon congé mat» et du coup, je crois que ouais, en fait, on l'a annoncé du coup, voilà, après l'écho du premier trimestre à notre équipe, et on leur a dit tout de suite que je m'arrêterais, je prendrais mes 3 mois, contractuels et que du coup, on allait s'organiser et franchement, tu vois, j'allais dire, j'ai même pas le souvenir que ça a été compliqué, quoi. Je Mmh. pense qu'on l'a Vous fait du aviez coup au déjà fil une des mois, équipe, mais ça ouais, roulait du coup au ouais, niveau ouais, organisation. c'est ça. Antoine, il a pu prendre, quand même un congé pads? Ouais, il a pris son mois de congé pat, avec cet avantage que notre fils est né le 10 décembre Mmh. 2020, donc en fait, c'était quand même la période de Noël. Ouais, Du coup, c'est aussi plus simple de partir un mois parce que, bah, en fait, très vite, il y a les tu vois, tu le vacances, 10 décembre, très vite, tu arrives en fait, mmh. ouais, donc il s'est arrêté du 10 décembre au il a repris le 2 janvier, un truc comme ça, donc un tout petit peu moins d'un mois, mais c'était parfait. Comment ça s'est passé la reprise, du coup, ses premiers pas dans bah, du coup, là, vraiment jongler entre, Mmh. parentalité et chef d'entreprise? Écoute, encore une fois, là, j'ai un souvenir hyper smooth, mais parce que le contexte était particulier. On était encore quand même en période Covid, hein, parce qu'on a été reconfinés en avril Oui, 2021. Je sais pas si tu te souviens? je le Ouais. sais parce que moi, je me suis mariée en mai 2021 et Ouais. j'avais une partie de ma famille qui était Ah confinée. oui. Ça s'est déconfiné, genre, vraiment début mai Ouais, ou exactement. et j'étais dans le stress de: «Est-ce qu'ils vont pouvoir Ah venir à oui, ouais, Barcelone à mon mariage?» c'est ça. C'était vraiment Et stressant, ouais, ouais. j'imagine. Et et donc et tu vois, il y avait quand même je me souviens que les directives, de l'État, c'était quand même de dire qu'il fallait privilégier à fond le télétravail. Mmh. Donc en fait, quand même, je crois qu'on était quasiment en 100 télétravail début toute l'année enfin, le début de l'année 2021. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que je reprends le boulot donc je m'arrête un peu avant le mois de décembre. Enfin non, je prends tout mon congé mat. Donc vraiment, je crois que je m'arrête genre le 6 ou le 8 novembre en me disant: «On m'a dit que, je pouvais accoucher à tout moment, à partir du moment où je suis dans mon premier jour du 9e mois de grossesse». Donc en fait, je pense à partir de genre 8 novembre, tous les matins, je me disais: «J'accouche maintenant?» Au final, j'ai accouché à terme à J+2, donc Toujours voilà, comme ça. voilà, Plus tu l'enfer. les attends, plus ils sont à temps. Exactement, donc j'en pouvais plus. Hem, donc en fait, j'avais déjà eu un mois de congé mat et je crois que j'ai repris, oui, tout fin février ou début mars. Mais du coup, dans un contexte super parce qu'on était tous les 2 en télétravail à la maison et du coup, en fait, on déménageait entre-temps. On avait acheté un appartement sur plan qui avait pris beaucoup de retard de livraison avec le Covid. Donc en fait, en termes de système de garde, on s'était pas projeté dans une crèche parce que Mmh, vous alliez on déménager? allait déménager, mais en fait, on ne savait pas quand. On savait que c'était entre mars et juillet. Donc en fait, on s'était dit: «Si on prend une crèche là-bas», mais qu'en fait, Ouais, et c'était quand même à 30-40 minutes de là où on habitait à Bastille. Après, on a déménagé, dans le 93. Ça ferait trop long en termes de ouais, ouais, trajet ouais, et carrément. vice versa. Donc en fait, on a pris une nounou, chez nous, dans notre appart
qui du coup était là avec nous, c'était pas grave, tu vois, on était en télétravail chez nous avec notre nounou et notre bébé. Donc en fait, situation géniale, quoi, trop confortable. Au contraire, c'était pas compliqué de bosser, avec, nounou, bébé à la maison et ton mari aussi? Non, bah, moi j'ai adoré, mais moi je crois que j'adore tout mélanger. Donc en fait, du coup, comme je l'allaitais, ça me permettait de continuer à OK, l'allaiter. ouais. Ça me faisait des pauses câlins, quand j'en avais envie. Sniff, pause Ouais, sniff. exactement, sniffage de cheveux. Hem, non, j'ai le souvenir que de temps en temps, en effet, il y avait des cris, des pleurs Oui, et que mais c'était finalement tes compliqué, collaborateurs sont au mais courant et ouais, mmh. exactement et puis elle allait quand même le promener en poussette, donc si on avait je sais pas, une visio avec un client, elle allait le promener en poussette à ce moment-là pour qu'il fasse sa sieste dans sa poussette ou juste qu'il se promène. Donc franchement, j'ai un souvenir, hyper smooth de ce démarrage, de maman entrepreneur, quoi. Et en plus, du coup, Antoine était là tout le temps avec moi, Ouais, tu tu avais vois? vraiment du relais Et ça, et c'est hyper vous étiez confortable. tous les 2 à fond Ouais, impliqués, dans votre parenthèse. c'est Ça, ça. c'est génial. Et c'est-à-dire que même s'il a repris le boulot le 2 janvier, en fait, il était à la maison avec moi. Donc j'en Mmh. sais rien, j'avais envie de faire une sieste, Oui. je voulais qu'il change une couche et cetera, bah, il était là, quoi. Mmh. Et donc ça, c'était génial. 1 an après, vous avez pris la décision de vendre Mmh. Canard& et Compagnie. Ouais. Pourquoi vous avez pris cette décision? Alors, faut que je te raconte plein de trucs entre-temps. En fait, l'arrivée de notre fils aîné, donc qui s'appelle Apollinaire, ça nous a fait un donc pardon, je commence d'abord par te dire, quelque chose. Ce que je te disais un petit peu au début quand, je te parlais du podcast, la notion d'impact, de sens qu'on met dans son business, ça a toujours été hyper important pour moi. Et en fait, au fil des années, au fil du temps avec Canard& et Compagnie, donc on était quand même sur des sujets de communication et je commençais à, être un peu frustrée T'en voilà, éloigner, peut-être? ouais, en tout cas, j'avais besoin d'un peu plus de sens, tu vois? Je Mmh. trouvais que j'étais un peu contrainte, donc on est allé jusqu'à labelliser notre agence Bicorp. Honnêtement, on faisait plein de choses, mais avec la communication, tu as quand même une action très restreinte sur, tes clients. Tu parles que de leur message, tu parles pas Oui. de eux, leur propre impact. Donc j'étais un peu frustrée de ça. Et en fait, mais Antoine on n'était pas du tout là. Lui, il était très content et tout. Et donc, bon, j'avais pas poussé plus que ça le sujet. Quand notre fils naît, lui, il a un électrochoc. Il se Ah dit, ouais? «Waouh!» Tu vois, genre une espèce il voit ce petit bébé dans ses bras et il se dit: «OK». C'est lui, en fait, qui revient, qui me dit, «En fait, peut-être qu'il faut qu'on change de business» et que, tu vois, on a tous les 2 ce truc de se dire: «Comment est-ce que notre énergie entrepreneuriale, on la met au service d'un business qui a du sens, qui a de l'impact?» Donc ça c'est l'électrochoc. Mais covid, confinement et cetera, Mmh. on n'y est pas. Il se trouve que quand notre fils a 7 mois, donc l'été 2021, je retombe enceinte, par surprise. Ah ouais, Là, c'est un un peu le second stress. électrochoc. Voilà. Là, c'est un peu le stress. Mais bon, on décide, de garder cet enfant parce qu'on savait qu'on voulait avoir plusieurs enfants, donc on se dit, «Allez go, soyons fous». Sautons à pieds joints dedans. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, allons-y. Et donc notre fille naît en avril 2022, Mao, elle s'appelle, et là, re-électrochoc. Ouais, Tu vois, à nouveau, et on se dit: là, faut faire quelque faut y chose. aller en fait». Mmh. Enfin, en fait, c'est maintenant ou jamais. Et donc en fait, je me souviens, on est dans notre jardin, elle a 1 mois, et on se dit, bah, en fait, si on veut vraiment passer à autre chose, arrêtons d'en parler, Mmh. faisons-le, quoi. Et du coup, on se met en fait, je me souviens, on se tape dans la main, en fait, là, on a un débat avec Antoine. Lui, il me dit il est un peu pessimiste par nature, enfin, heu et à plein d'égards, il est très optimiste. Donc en tout cas, sur ce sujet-là, il était pessimiste et il me disait, non, parce que pardon, il est pas du tout pessimiste, c'est la personne la plus joyeuse et la plus optimiste que je connais. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, il voulait pas me croire. Il m'a dit: «Bah, on ferme la boîte». Et moi, je lui dis: «Bah, on va pas la fermer alors qu'on a une équipe de 10 personnes, on a des super clients, des super projets. Ça n'a pas de sens, tu vois? Essayons plutôt de la vendre et de trouver quelqu'un qui va continuer cette histoire sans nous». Et donc on se dit un peu: «Bah, il faut qu'on se mette des paliers». Et donc le deal qu'on avait vu ensemble, c'était si à la fin de l'année 2022, on n'avait pas des marques d'intérêt de potentiels racheteurs, on fermait la boîte. Donc là, tu vois, Mao, elle est née fin avril, le 29 avril, donc on se dit ça en mai. On laisse passer l'été, et moi en septembre, je passe 2 coups de fil. En fait, je commence par appeler des partenaires avec lesquels on bosse depuis plusieurs années. OK. Et le deuxième coup de fil, c'est Thierry, heu, qui me dit:
Bah grave, je suis chaud, moi je te rachète ta boîte. Et Ah donc là, je tombe un ah peu des ouais, nues. Vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. Et c'était le 20 septembre 2022 et on a signé la vente de la boîte le 20 décembre 2022, donc ah ouais, 3 c'est mois jour très pour jour rapide. après. Très, très rapide. En fait, on s'est alignés tout de suite, du coup, on n'a pas cherché d'autres preneurs, tu vois? Donc ça a vraiment été juste un fit humain de projet, de nous, on lui a dit: «Bah, on veut partir vite, donc on veut rester seulement 6 mois à temps plein» et après on avait négocié de rester, 1 jour et demi par semaine les 6 mois suivants. Et tout s'est aligné quoi, hyper vite. Donc ouais, donc voilà, donc en tout cas, désolée, c'est une très longue réponse. Non, mais j'adore parce que Heu, comme ça nous donne effectivement beaucoup ouais. plus de détails sur ce qui s'est passé dans vos Mmh, têtes quand effectivement, bah, déjà, mmh, votre premier fils est né. mmh, Ensuite, effectivement, mmh, bah, chamboulement de retournement mmh. enceinte très rapidement et ce nouvel électrochoc à la naissance de votre, Oui, 1re fille. ouais, Enfin, non, oui, unique fille oui, puisque tu oui, as un autre garçon, ouais, ensuite on en parlera. ouais. Mais c'est chouette ce que tu me dis, bah, déjà Biz and Bibs, c'est ça, hein, Mmh, c'est l'électrochoc. ouais. C'est on décrypte, le déclic. Mmh, Moi je l'appelle le mmh, déclic, mais j'aime beaucoup le mot que tu as mmh, employé, l'électrochoc, mmh, parce que c'est un électrochoc déjà de devenir parent et quand on est à son compte, on peut avoir effectivement cette vague mmh, de ça nous fait prendre un recul, mais immense sur ce mmh, qu'on est en train de faire et c'est: «Qu'est-ce que je fais? mmh. Attends, est-ce que ça me convient? Non, pas tout à fait. Comment je peux le réajuster? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le développer? Et comment je peux concilier ça avec mon rôle de parent pour kiffer à fond de mon Ouais, nouveau-né, de mon bébé, de mon enfant, de le voir grandir, se développer, mais aussi kiffer ce que je fais dans la vie de tous les jours grave. et effectivement, Ouais. laisser une trace, laisser un impact». Comment est-ce que, vous avez cet électrochoc-là? Est-ce que, vous avez une idée, de ce que vous voulez faire, après? Oui, pardon, c'est ça que j'ai oublié de te dire, c'est que en fait, ce premier électrochoc qu'on avait eu à la naissance d'Apollinaire, en fait, on s'était dit: «OK, on va faire autre chose», mais on n'avait pas l'idée exacte. Et en fait, pourquoi on s'est tapé dans la main en mai 2022, après la naissance de notre fille, c'est qu'entre temps, l'idée avait fait son chemin et on savait du coup ce vers quoi on se dirigeait. Évidemment, on n'avait pas les contours exacts, mais on avait une direction. Et du coup, ce qu'on se dit, là encore, je te raconte un peu les prémices de l'histoire. Hem, Antoine, il se trouve qu'il a une, maladie des reins, enfin, il fait des calculs rénaux et pour arrêter de faire des calculs rénaux, sa néphrologue lui a fortement recommandé de réduire sa consommation de viande à 100 grammes par semaine. Donc autant dire quasiment devenir végétarien. Donc ça se passe aussi en 2020, OK. où il se dit, «Bon, bah, du coup, je faut que j'arrête de manger de la viande ou vraiment, à Ouais. la marge, quoi». Et donc, vu que c'est plutôt lui qui cuisine à la maison, qui cuisine très bien, bah, de fait, moi aussi. Et puis en plus, ça me va très bien parce que j'ai jamais été une Ouais et puis grosse c'est plus mangeuse de facile, viande. ensuite il y a la Ouais, diversification alimentaire du petit, il faut faire ouais, à manger donc ouais, c'est ça. Après, nos enfants mangent de la viande parce que j'ai pas voulu mmh. leur imposer ça. Mais voilà, donc il se passe ça. Et c'est Antoine, hein, qui a cette maladie, c'est pas Apollinaire. Parce que comme tu Oui, parlais de oui, oui, non, non. diversification alimentaire. OK. C'est plus au niveau des recettes que Ou quand dans la famille, quand il y ouais, a quelqu'un qui a effectivement oui, des oui. Mmh, restrictions ou un mmh. régime particulier, bah, c'est toujours plus facile de concilier Ouais, tout et c'est ça, exactement. Et en fait, du coup, donc on arrive là-dessus, on change un peu nous, notre mode d'alimentation et en se renseignant, on se rend compte qu'en fait, l'un des leviers les plus puissants pour réduire ton empreinte carbone, c'est de limiter ta consommation de viande. Ça veut pas du tout dire devenir végétarien, mais les recommandations et en termes de santé et en termes d'impact environnemental, c'est en gros de manger de la viande 3 fois par semaine. Ce qui est, en fait, pas si restrictif, mais dans ouais, le parce que 3 quotidien, fois, c'est pas énorme non plus, 3 fois, c'est OK, mais en fait, Mmh. quand même, la viande ou le poisson sont tellement dans nos réflexes alimentaires que Mmh. quand même, c'est pas si simple que ça, tu vois? Ouais, Tu te retrouves très vite, je dis n'importe quoi, tu manges un sandwich le midi, il y a du jambon il y a du dedans. jambon, Mmh. tu as toujours un petit bout de lardon, dans une quiche, tu as toujours Ouais, il y a des heu, traces finalement, voilà, c'est beaucoup. ça. Et en fait, on se rend compte, nous, du coup, en faisant ce move de réduire notre consommation de viande, de la difficulté que c'est de trouver des options, notamment pour le déjeuner un peu, tu vois, de boulot quand c'est rapide et tout, qui soient végé et qui soient super bonnes. Et que ce soit pas que des salades. Et qui soit pas que des salades, exactement. Et franchement, c'est le parcours du combattant, quoi. Souvent, c'est pas très bon, c'est pas très consistant, c'est pas très fun, ou alors c'est que des options de fausse viande, et du coup de burgers, mais nous, on s'y retrouve pas non plus, c'est pas ce qu'on veut. Donc en fait, on a une frustration qui naît, à la fois en termes de goût, tu vois, de vraiment de plaisir, Mmh. de, bah, j'ai envie de manger un truc bon, quoi. J'ai pas envie juste de manger des tomates mozza tous les jours. Et de format. Et voilà, exactement. Et aussi, on a cette frustration un peu de marque et de communication. Alors là, c'est notre casquette de communicant qui prend le dessus en se disant, alors on est en 2020-2021 à l'époque, ça a un peu changé depuis,
que toutes les communications autour de la bouffe végé, elles sont un peu fades, un peu palichonnes, Mmh. voire un peu moralisatrices. Ouais. Tu vois, qu'elles pointent un peu du doigt les bons et les méchants en disant: «C'est mal de manger de la viande». Et en fait, nous, on n'a pas du tout envie de ça, quoi. On a juste envie qu'on nous parle de gourmandise, de joie, de partage, de convivialité et tout. Et en fait, le chemin, enfin, tu vois, ça fait son chemin dans notre tête et on se dit: «OK, bah, en fait, nous, on a envie de créer, voilà, une chaîne de restauration rapide». Donc quand je dis restauration rapide, c'est plutôt des petits lieux, dans des zones de flux, spécifiquement pour la pause déjeuner et du coup, avec des produits super bons et une marque et une communication joyeuse, chaleureuse, inclusive, ouverte à tous. Et évidemment, on ne se enfin, notre cible principale, c'est tout le monde. On ne s'adresse pas aux végétariens. D'ailleurs, la plupart de nos clients ne sont absolument pas végétariens. Donc voilà, et en fait, on a cette idée-là, on se dit: «On va faire ça», quand on se tape dans la main pour vendre notre boîte. Et ta fille a 1 mois. Ma fille a 1 mois, notre fille a 1 mois, ouais. Vous avez commencé par quoi alors pour développer, ce fat brocoli? D'ailleurs, d'où vient ce nom? Écoute, The Fat Brocoli, c'était, l'envie de twister le légume un peu, cauchemardesque d'enfance. Tu vois, le brocoli rôti, je pense que ça n'évoque de plaisir à personne et nous, on trouvait ça sympa de le rendre, gras, gros, joyeux, gourmand, dégoulinant, voilà. Mais après, c'est vrai que en français, ça sonnait un peu moins bien, le gros brocoli, tu Mmh. vois? Versus The Fat Brocoli. Donc c'est pour ça qu'on l'a anglicisé et surtout avec cette vision, alors peut-être beaucoup trop early, mais de dire que si on avait envie de, s'internationaliser, c'était bien aussi d'avoir Mmh. un nom Ouais, anglais, dès le début. ouais. Donc vous avez Heu, trouvé ce nom donc et on a trouvé puis, ce nom, ouais, on a vous avez dû trouvé ce vous nom. former, enfin tâter le terrain parce que vous Ouais. veniez pas du tout du milieu de la restauration. Exactement, exactement. Donc vraiment ça c'est nous, tu vois? On se lance la fleur au fusil avec cette idée et après on se rend compte du Comment on fait en fait? ouais, voilà, on met le doigt et on se dit: «Oh my god, c'est extrêmement complexe». Écoute, on a fait 2 choses, en parallèle. D'abord, on a fait 3 choses. Parce qu'on venait de là, on a eu besoin de créer notre marque. Donc en fait, Ouais, de trouver le nom. c'était rassurant pour vous de Ouais, commencer par c'est cette ça, étape. et de créer l'identité, visuelle aussi. De nous Mmh. projeter dans, en fait, à quoi ça ressemblerait, cette marque. Oui, parce que ça vous aide aussi ensuite à savoir à qui vous allez vous adresser à Mmh, vendre et comment vous allez le faire. exactement. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on parle, je pense, à la terre entière. Vraiment, on rencontre, et d'ailleurs que des gens adorables, extrêmement accueillants, ouverts, qui nous partagent leurs chiffres, leurs galères, leurs apprentissages et tout. Enfin, vraiment, c'est génial. Et donc, tous les restaurateurs, végétariens ou pas, mais vraiment de la place de Paris, et de même d'ailleurs pas que de Paris. On fait même des stages en cuisine. Enfin, vraiment, on fait notre cours d'apprentissage comme ça. Et du coup, on comprend aussi les différents enjeux, on analyse le marché, etc. Vous faites une formation? Non, on fait pas de formation, mais en fait, je pense que ces multiples rencontres, on fait quand même une forme d'accélération, enfin de formation accélérée, quoi. Mmh. Et du coup, on construit aussi un business plan avec tout ce qu'on comprend. Et après, on avance petit à petit, voilà. Le gros sujet, ça a été d'imaginer les recettes. Donc en fait, on a commencé, avec un consultant, à développer les recettes, qui nous correspondaient, enfin qui nous satisfaisaient pas tout à fait. Et entre-temps, moi, j'avais un peu commencé à documenter notre aventure sur LinkedIn et on a rencontré via LinkedIn Manon, qui est notre troisième associée, qui elle rentrait de New York, et qui en fait voulait développer la même idée. Et en fait, elle avait vu mes posts sur LinkedIn et elle m'a dit: «Bah, et si on associait nos forces?» Et Mmh. donc, voilà. Et en fait, Manon, elle, venant de l'univers de la food, étant chef, est arrivée aussi et a donné une autre dimension au Ouais, elle vous a projet. vraiment aidé sur ce Ouais, côté-là, du coup, élaboration du menu et exactement, exactement. c'est Donc, aussi un projet immobilier, enfin c'est la aussi un projet restauration? immobilier, tout à fait. Comment vous avez fait pour trouver le local et puis aussi, Mmh. pour, le financer? Mmh mh. Ouais. Hem Là-dessus, Antoine, il a une grande qualité, c'est vraiment un super bon analyste, et donc c'est lui qui a très vite compris. Alors on a aussi passé des jours et des heures à arpenter les rues de Paris, avec mon gros ventre. Oui, parce qu'entre temps, j'étais tombée enceinte, voilà, ça je te racontais, sinon c'est pas drôle. Encore par surprise, les mecs n'apprennent rien. Mais et oui, et du coup, en fait, on s'est assez vite rendu compte que nous, le secteur qu'on voulait prendre, qui était donc plutôt la pause déjeuner et plutôt, du coup, dans des lieux de flux. En fait, tu as quelques rues cantines, on appelle ça comme ça. Enfin, nous, on les a appelées OK. comme ça à Paris. Tu en as une vingtaine, on va dire, dans lesquelles d'ailleurs tu as toute la concurrence qui est installée. En fait, et où tu as tout le flux qui se dirige là. Mmh. Donc, en gros, tu réfléchis pas, tu sors de ton bureau et tu vas, je te cite des rues, rue de la Boétie, rue du Commandant Rivière, rue Washington, etc. Le flux est là et bah, du coup, toi, être implanté dans ces rues-là, t'assure Ouais, aussi c'est un lieu de choix, voilà, un certain bassin de clientèle, de base, quoi.
Surtout quand tu fais pas de la destination comme nous. Tu vois, quand tu as un lieu de place assise où les gens viennent pour une proposition particulière, tu vois, tu as un chef renommé, etc. Les gens vont traverser Paris pour venir chez toi. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, on a fait le choix d'avoir des petites unités, principalement en takeaway, donc on avait besoin de s'implanter dans le flux. Donc on voit assez vite on identifie assez vite qu'il y a des rues cantines comme ça. Et après, en fait, Antoine, il a mis plein d'agents immobiliers sur le coup avec un cahier des charges très précis. Et nous, on a aussi assez vite compris que, je sais pas si ça te parle, la notion de droit au bail, mais en gros, quand tu as un commerce, donc tu as toujours un bail avec ton propriétaire, un bail Mhm. 369 en général, et toi, en tant que locataire, en tant que commerce, tu as le droit de revendre ton bail, sans forcément l'accord de ton propriétaire. Donc rien Ok. à voir avec ton propriétaire. Oui, ça s'appelle traspaso en Espagne, Ouais. je connais. Peut-être. Et donc, tu revends ton bail honnêtement, enfin, je veux dire, on a visité des lieux dont les locataires revendaient leur bail à 300 000 €. Donc, c'est déjà énorme. Ouais. Enfin, voilà. Nous, on s'est dit, on peut pas, en fait, on va trop endetter la structure si on fait ça. Donc, on veut des tout petits droits au bail. Et donc, là, tu vois, le premier lieu, rue Washington, on a trouvé un droit au bail à 30 000 €. Après, c'est parce qu'il y avait des galères juridiques derrière. Donc, au final, on a attendu 6 mois avant de signer officiellement Mm. le rachat du bail. Donc ça, c'était un peu casse-pied, ça nous a fait perdre un peu de temps, mais c'était pour avoir une super affaire, super bien placée. On était très contents. Et ouais, c'était ça ta question sur comment Ouais, ouais, ouais. voilà. Et après, comment on finance, nous, on avait quand même voilà, des sous de la vente de notre boîte. Ouais. Et on est allé chercher de la dette bancaire. Voilà, en fait, la Ok. banque finance aussi. Quand en fait c'est du tangible, c'est de l'immobilier, Oui. ils financent aussi plus les travaux, le droit au bail, etc. Donc votre fille, enfin, pour reprendre un petit peu le parcours, votre fille, un mois, vous vous tapez dans la main, vous Mm. commencez à développer ce fat brocoli. Mm. Les mois avancent, vous Mm. développez cette idée. On se tape dans la main, on vend notre boîte, Oui, vous vendez votre on boîte. accompagne 6 mois. Tu vois, Ouais, ouais, on ouais. n'a pas développé tout de suite en Mm, fait. oui. Oui, il y a eu un Il y a temps eu un moment d'attente. d'attente où l'idée continuait à faire son chemin, mais où pour le coup on était à 100%, vu que c'était une période super courte, on était à 100% sur transmettre la boîte Mm. au repreneur. Oui, et le faire bien pour que... Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui nous amène en fait à l'été 2023, puisqu'en fait on a vendu le Où tu 20 tombes décembre enceinte. 2022. Exactement, on accompagne 6 mois et été 2023, je tombe enceinte. Alors que, et là, j'ai vraiment je me souviens, pour tout te dire, je fais ce test de grossesse et je dis à Antoine, les mots que je lui ai dit en lui tendant le test de grossesse, c'est je suis en crise d'angoisse. Ouais. J'adore mon dernier fils, il a 1 an aujourd'hui, c'est le soleil de ma vie, je ne regrette absolument pas. Mais vraiment, sur le coup, Ah bah, c'est tombé en plein, du coup, vous étiez libérés de Canard et compagnie, voilà. vous allez vous lancer à fond dans The Dans- Fat Brocoli, et là, paf, Exactement, tu nouveau vois, bébé. je crois que je fais le test de grossesse, on est le 15 août, on sait que le 1er septembre, on veut se mettre à fond sur The Fat Brocoli. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas encore être enceinte. Et Et- comment tu t'es... Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit alors, du coup, au fur et à mesure que cette grossesse, tu t'es dit, bon, on va s'organiser, ça va le faire. T'es un peu angoissée au début. Franchement, c'est Antoine là-dessus qui a été génial. Et je pense qu'il n'avait pas eu cette réaction, peut-être que j'aurais envisagé l'option d'avorter, honnêtement, parce que je crois que j'étais pas prête. Et tout de suite, il m'a dit, c'est génial, ça va être sport, Mm. mais c'est une super nouvelle. En fait, on s'était aussi toujours dit dans notre vie qu'on voulait 3 enfants. Donc en fait, Ils sont arrivés. on était là, bon, on a nos 3 enfants. À un moment, voilà, c'est pas grave. Ça va être voilà, vraiment, je me souviendrai toujours. Ça va être sport, mais ça va être génial. Donc on s'est dit, allez, all-in, c'est pas grave, on mélange tout, on fait tout en même temps, quoi. Donc, t'as arpenté toutes les rues de Paris avec Ouais, ton c'est gros ça, bidon. avec mon gros ventre. Ta grossesse s'est bien passée? Ma grossesse s'est très bien passée. Alors, oui, enfin, en vrai, j'ai jamais eu de problème de santé avec aucune de mes grossesses. Toujours très bien dormi la nuit. Enfin, tu vois, vraiment, là-dessus, j'ai eu de la chance. En revanche, tu vois, pour mon premier fils, j'avais eu aucune nausée. Pour ma fille, j'avais commencé à vomir, mais je dirais genre 3 fois par semaine. Et pour mon dernier fils, je vomissais 3 fois par jour. Donc ça, c'était beaucoup. Ouais. Donc ça, c'était casse-pied. Les 3 premiers mois. Ouais, heureusement, c'était que les 3 premiers mois, Ouais. c'était pas Non, pour non, le reste après, de la ouais, les grossesse. 3 premiers mois. Et donc, à part ça, vraiment, j'ai des souvenirs, désolée, c'est vraiment pas glam, de vomir dans la rue derrière une voiture. Ouf. Enfin, horrible. Ah non, mais la grossesse, le premier trimestre, c'est hard, hein. Ouais. Ça et la fatigue extrême Ouais. aussi. Ouais, c'est ça. Et ça, Bah, j'étais heureusement, très du coup, tu fatiguée. étais avec Antoine, Ouais. pour développer ça, Exactement. Donc, et oui, de toute façon, en fait, ça me donnait de l'énergie d'avoir ce nouveau projet. Donc, en fait, il n'était pas question de m'arrêter. Oui, c'était ta motivation. Ouais. Vous étiez fixé une deadline pour lancer The Fat Brocoli? La deadline, c'était de trouver le local. Donc, en fait, au début, on s'était dit, on ouvre en janvier 2024. Et on n'a pas trouvé le local. Donc, après, Antoine m'a dit, je devais accoucher en avril,
on ouvre en mai 2024. J'ai dit, là, t'es Ouais. un peu chaud, par contre. Et au final, on a fait le pré-opening en décembre 2024 et on a ouvert officiellement en janvier 2025. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Oui, mais bon, ça vous a laissé aussi le temps d'accueillir comme il se devait ce deuxième petit garçon. Ouais, exactement. Comment ça s'est passé du coup l'accueil en avril 2024 de Ouais, cette troisième tête c'est dans votre ça. petite tribu? Le 11 avril, il y a tout pile 1 an, jour pour jour, Ah, aujourd'hui. c'est Ouais, vrai, bah, ouais. joyeux anniversaire, Oui, petit bout. oui, petit chou d'amour. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, si ce n'est que, avec du recul, je pense que j'aurais dû me reposer un peu plus, parce que, en fait, comme j'étais surmotivée par ce projet, je n'ai pas pris du tout de congé maternité, pour le coup, donc j'ai Ah ouais. travaillé jusqu'à, je crois que si, la veille de mon accouchement, donc le 10 avril, on s'était dit: «On bosse pas, on passe une journée avec les grands», C'était programmé ou tu savais que tu allais accoucher le 11? ouais, parce que je savais, parce qu'en fait, j'ai eu une césarienne d'urgence pour, Apollinaire. Après, je suis tombée enceinte, trop vite. Donc en fait, j'ai dû avoir une autre césarienne. Tu sais, quand tu as des Ok. grossesses rapprochées, en fait, ils veulent Ouais. pas prendre le risque d'un accouchement voie basse. Donc j'ai eu une deuxième césarienne pour ma fille. Et quand on a eu deux, tu peux plus accoucher par voie basse. Donc en fait, j'avais une césarienne programmée. Quoi qu'il Ah arrive, le ouais. 11 avril. Ouf. Donc à la limite, j'avais la date. Donc, tu Ouais, vois, mais la récup post-césarienne, elle est dure. Hein. ouais, elle Une est un peu troisième dure. césarienne, Ouais. je pense que... Ouais. T'as eu, tu connais ou pas? Non, mais enfin, moi j'ai Mm. eu par voie basse, mais j'ai eu des très bonnes Mm. amies qui ont eu césarienne. Et... Ouais. Ouais, c'est un peu. Bah justement, tu vois, c'est un peu pour ça que je te dis. Après, donc, je décide de. Donc, pas de congé mat, je m'arrête pas avant. Et je m'arrête, en fait, on reste 4-5 jours à la maternité et je reprends en tout une semaine après sa naissance. Depuis la maison, du coup. Alors, depuis, on a une particularité, c'est qu'en fait, on avait acheté pour notre agence des bureaux dans notre immeuble. Et que après, quand on a vendu Canard, l'équipe est restée jusqu'en... Désolée, je donne plein de dates, je sais pas si vous allez suivre, mais ils sont restés après la vente et en fait, ils ont déménagé fin mars 2024, donc genre juste avant que j'accouche, et on s'était dit, bah très bien, on garde les bureaux pour bosser, pour pour nous, là, développer. pour développer. Et du coup, en fait, j'avais transformé une salle de réunion en chambre, j'avais mis un lit et tout, le lit bébé, la table à langer. Donc en soi, c'était aussi... Oui, tu pouvais très faire ce que bien. tu voulais, Je du faisais coup. ce que je voulais, encore une fois, tu vois, super conditions. Mais en effet, C'était quand même très, ouais, très, très tôt. je me souviens qu'au bout de 2-3 semaines après sa naissance, je me souviens que un vendredi soir, genre à 16h, je fonds en larmes, tu vois, et je dis: «Antoine, franchement, je suis fatiguée, je comprends pas pourquoi et tout». Et il me dit: «Bah moi, je sais pourquoi, en fait, tu es Ouais. fatiguée», tu vois? Et donc ouais. Et la récup post-césarienne, en effet, la troisième Ouais. césarienne, là, je l'ai trouvée un peu dure. T'as profité, du coup, un petit peu après de l'été pour lever le pied? Bah, on a pris 3 semaines de vacances en août, où on n'a pas travaillé, mais je sais pas si trois enfants en vacances, Oui, c'est vraiment des vacances, c'est pas tu vois? vraiment, ouais. C'est C'est du repos. ouais, c'est du kiff, mais c'est aussi hyper intense, quoi. Mmh. Donc là, je t'avoue que, parce qu'on se parle en toute transparence, là, il a 1 an, notre fils. On se dit avec Antoine, l'année là qui vient de passer, elle nous a un peu roulé dessus quand même. On est un Ouais, peu ça a été fatigués dur. quand même. Ouais, vous étiez Ouais. sur tous les fronts. Ouais, vraiment. 3 enfants, enfin dont un nouveau-né, Ouais, un l'ouverture lancement de d'un boîte. restaurant, Ouais, c'est ça. toi gérer aussi ta récup Ouais. physique, mentale. Enfin, c'est Ouais. rigolo, on en parlait un petit peu avant l'interview. Moi, mon fils, il est né en février 2024, donc ils ont 2 mois d'écart. Moi, j'ai l'impression que j'en sors à peine. Hein. Enfin, pareil, de ce rouleau compresseur qui m'est passé dessus la dernière année. Sachant que moi, il dort pas encore la nuit. Je sais pas si le tien, il dort la nuit, mais... Il dort parce que moi, j'ai une carte que je peux te donner, une carte magique que j'ai activée pour notre fille parce que c'était un cauchemar. Elle se réveillait 10 fois par nuit, donc on n'en pouvait plus. C'est coaching du sommeil. En fait, je voulais pas... je sais pas si... J'en ai fait, mais il avait une otite, donc en fait, ça n'a rien changé parce que après, il y avait l'otite, après, il y avait le rhume, après, il y avait il a eu une petite opération, donc enfin... on a enchaîné, ça a marché une semaine. Je vois bien le bail. Nous, du coup, en fait, là, pareil, Isidore, donc mon dernier fils, en janvier, il dormait toujours pas. Et on s'est dit, bah, en fait, là, il faut... Donc, on a réappelé notre coach du sommeil, Lise, qui est géniale. Je la recommande à tout le monde. Et du coup, il s'est mis à dormir. Et juste, il se réveille très tôt. Mais je peux rien dire parce qu'il s'endort à 19h30 et il se réveille entre 6h et 7h. Oui. Les bons jours, c'est 7h. Les mauvais jours, c'est 6h. Généralement, le dimanche, ils aiment bien faire ça. Voilà, c'est ça. Mais du coup, au moins, il dort d'une traite la nuit et ça... ça t'aide à récupérer. Ça change pas mal les choses, quoi.
Bon, en janvier, vous avez fait l'ouverture officielle Ouais. de The Fat Broccoli dans le 9e arrondissement de Paris, derrière les Champs-Élysées. Ouais. Comment ça s'est passé? Et écoute, très bien, hyper excitant, de créer ce nouveau business. Hyper, en fait, ce que je trouve fatigant aussi, c'est ce que je te disais en off avant qu'on commence, c'est quand mais je pense que ça serait propre à n'importe quel business, c'est que comme tu es dans le démarrage, tu es à l'affût de toutes les choses à changer. Et en fait, contrairement à du B2B où tu vois, nous avant ce qu'on faisait, c'était vraiment du service, donc en fait, on vendait de la matière grise. Là, on vend des produits en retail, en physique à des gens. Donc en fait, il y a vraiment des choses vraiment physiques à changer, de mise en place dans le restaurant, de signalétique, d'offres, donc il y a énormément de choses à faire évoluer en permanence. Et ça, je trouve que notre cerveau est en permanence à l'affût. Vraiment, parfois, je me réveille la nuit et je suis là: «Ah, il faut faire ça, faut absolument qu'on change ça. Ah oui, mais il y a un client qui m'a dit ça, on n'y a pas pensé», et cetera. Et donc ça, je trouve que, particulièrement avec un business retail, le C'est début différent. est fatigant, mentalement. Tu vois, Ouais. au-delà du stress de lancer un nouveau business, on est vraiment, on le prend vraiment comme un POC pour faire tous les ajustements. Et du coup, on est très agile, mais ça demande pas mal de boulot, quoi. Vous avez une équipe pour vous aider? Ouais, en fait, on a déjà embauché, donc nous, nos shops, ce qui est bien, c'est qu'ils tournent avec, on a un manager qui a 37 heures et après on a un contrat 10 heures, donc une équipière polyvalente qui vient juste 2 heures pour le rush du midi, de midi à 14 heures tous les jours. Et en soi, il peut être autonome sans nous, mais après on est tous les jours sur place pour parler aux clients, pour faire les ajustements, et cetera. On se relaie parfois, il y en a un de nous 3 qui est pas là, mais enfin, quand je veux dire de nous 3, c'est Oui, entre mais avec Manon. Antoine et Manon. Mais j'ai oublié ta question. Par rapport aux équipes, mais Ouais. du coup, vous vous relayez en Voilà. permanence. Ouais. Avec Antoine, comment vous vous organisez du coup par rapport à la gestion de votre entreprise et de la vie de famille? Alors écoute, on a une règle, sauf exception, c'est qu'on est tous les 2 là à 18h30 le soir, pour, nos enfants. Et en gros, s'il y en a un qui veut sortir après, il sort après au moins le coucher d'Isidore. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu vois, je discutais avec des copines, qui ont 2 enfants et qui gèrent, beaucoup plus que leur mec le soir et qui me disent: «Mais c'est épuisant et tout». Mais en fait, nous, on est honnêtement, c'est hyper rare les moments où on est seul avec, les 3 quoi. Et même on a toujours fait ça, même, donc Puis vous avez la nanny aussi qui vous aide? on a une nounou aussi, qui est à la maison. Ça, c'est incroyable, de pouvoir compter sur cette personne, Nathalie, qui est un pilier de notre famille clairement. Du coup, ouais, non, franchement, ça se passe très bien. Enfin, vraiment, moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir tout mélangé, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la gestion de nos enfants, dans la gestion de notre boîte aussi parce que, Et c'est pas le ben discours le plus fréquent, hein, parce que c'est ouais, c'est compliqué de mélanger vie pro, vie perso avec ton mec, ou ta ouais, moitié. ouais, c'est vrai. Heu, Nous, écoute, en fait, je pense que c'est pour ça que je te disais que ça avait été fondateur dans notre histoire. Ce tour du monde qu'on a fait au démarrage, il nous a vraiment appris à travailler ensemble. On est hyper différents, mais du coup, on a vraiment appris à faire, de nos différences une force. Et tu vois, par exemple, moi, j'adore anticiper, organiser. Je suis toujours madame, qui voit les choses, à l'avance, tu vois? Et Antoine, il est moins fort là-dedans. En revanche, il est très, très bon dans l'urgence, dans la dernière minute, mmh. dans, la gestion des problèmes et tout. Et donc en fait, rien que là-dessus, on se complémente super bien, tu vois? Moi, j'anticipe et lui, il gère la merde. Et du coup, en fait, ça crée Mais un bon finalement, vous combo, faites quoi. ce dans quoi vous êtes chacun, Ouais, bon et à exactement. l'aise. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous a appris, sur votre couple d'entreprendre, à 2 reprises dans Canard& et Mmh. compagnie et maintenant dans The Fat Broccoli? Là, les 2 choses qui me viennent en tête, bah, c'est la première, c'est ça, c'est, vraiment, de faire de ces différences, une force. Tu vois, j'ai des souvenirs au début de Canard& et compagnie, on avait des incompréhensions parce que justement, on a des manières très différentes de travailler. Et moi, parfois, j'étais en colère, tu vois? Et là, vraiment, je trouve qu'on a appris ça, vraiment, assez vite à être une équipe, quoi. Et du coup, on peut le déployer dans tous les pans de la vie. Et après, quand même, ce que ça nous a appris de travailler ensemble, surtout avec là, cette deuxième boîte, c'est qu'on se dit qu'on n'est pas notre boîte et que le plus important, c'est notre famille. Mmh. Et ça, je trouve, quand tu es entrepreneur, tu fais vraiment un amalgame. Enfin, je suis la première, hein, quand il y a un stress, à pas Ouais. dormir la nuit et tout. Mais tu vois, avoir ça aussi, se dire, enfin, tu vois, c'est peut-être un peu Oui, glauque de si dire s'il y a ça, des petites mais disputes et tout ça, c'est le plus important, c'est le ouais, couple et c'est ça. et Et sur notre lit de mort, on se rappellera pas de, enfin, on pourra se dire: «Oui, on s'est bien mariés, on a fait des business ensemble», mais ce dont on se rappellera, c'est,
d'avoir fait un voyage en van Apollinaire, Mao, Isidore. dans toute l'Europe avec nos enfants, de tous les bons moments qu'on a passés ensemble. C'est ça dont on se rappellera, quoi. C'est les liens Bien sûr. avant tout, quoi. Vous voulez les embarquer peut-être un peu plus tard dans cette aventure, si vous avez encore le restaurant quand ils sont en âge Antoine, il adorerait. Alors lui, son rêve, ça serait qu'on ait un immeuble et que chacun de nos enfants vive dans un appartement à un étage, tu vois. Faut ouvrir plein de The Fat Broccoli pour faire ça. C'est ça. Et que nos enfants travaillent avec nous, etc. Moi, je viens d'une famille, mon papa a une entreprise et j'ai pas forcément voulu le rejoindre, donc je vois l'importance de laisser à chacun la liberté de faire ce qu'il veut aussi. Donc je veux pas le... Enfin, ce serait je cool, sais pas. mais tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu dirais à la Charlotte qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat très jeune, dans Canard et compagnie, si tu l'avais en face de toi aujourd'hui? Waouh, je lui dirais déstresse ma poule. Franchement, en fait, je te dis ça parce que comme ma nature c'est d'anticiper, je peux me faire un peu des scénarios d'anticipation catastrophe, tu vois. Et du coup, je peux être assez stressée, assez angoissée. Et en fait, justement, quand je me retourne sur ce parcours d'entrepreneuriat depuis presque 10 ans, je me rappelle de moments où j'ai vachement stressé, où j'étais pas bien. Et je me dis, en fait, c'était vraiment pas important, quoi. Et tu as toujours trouvé une solution et tout. Donc, peut-être de revenir à la confiance en moi, à la capacité de rebond, de résilience et à me dire, on trouve toujours des solutions, quoi. J'adore. En tout cas, félicitations pour tout le chemin parcouru, pour le lancement de The Fat Broccoli, le restaurant. Ça tourne bien depuis janvier. Moi, j'ai regardé les petits avis Google, il y en a plein et c'est très positif. Ouais, on est trop contents de ça. Écoute, on a un bon engouement, on a une bonne traction là avec l'arrivée des beaux jours, c'est cool. On a les chiffres là cette semaine sont très cool. Tu vois, on avait mercredi 99 personnes qui sont venues, hier 90, sachant qu'on visait 90 personnes par jour pour cette première année. Donc là, on est bien, on atteint les chiffres qu'on voulait, il faut que ça se maintienne. C'est quoi les next steps? Les next steps, on a signé la promesse d'un deuxième lieu là. Donc, les next steps, c'est d'en ouvrir plusieurs et d'aller diffuser cette mission d'aider tout le monde à manger plus de légumes, à kiffer les légumes et donc à réduire l'empreinte carbone de son alimentation. Mais le faire de façon simple et joyeuse. Et rapide aussi pour le midi. Exactement. Facile, quoi. C'est ça. Facile d'accès. Exactement. Génial. Donc, c'est ça. Le but, c'est de développer ça. Mais tu vois, ça fait que 3 mois. En fait, même si ça fait hyper longtemps qu'on va sur le projet, l'ouverture officielle, c'est que 3 mois. Donc, c'est à la fois un peu schizo d'avoir tout ce plan de développement et de se dire... moi, je suis hyper impatiente parce que ça fait 2 ans qu'on est sur le projet, mais en réalité, le shop n'a que 3 mois. Quoi. Donc, on est encore finalement au tout début de l'aventure. Quoi. Mais c'est très prometteur. Écoute, j'espère. On incite tous les auditeurs à aller tester, à aller goûter les bons petits plats que vous préparez. Ou à commander. Voilà, sur Uber Eats, Deliveroo. Et là, on va être sur une nouvelle appli maintenant aussi qui va nous permettre de livrer encore plus loin. Donc, génial. Voilà. En tout cas, super inspirant ton histoire, ton parcours entrepreneurial en couple, de maman. On embrasse très fort Antoine et puis tes 3 petits loups. Merci, Apollinaire, Mao et Isidore. Merci pour ton partage dans Biz & Bibs et une très très longue vie à The Fat Broccoli. Vous pouvez les suivre sur Instagram et suivre Charlotte sur LinkedIn. Moi, j'adore tes prises de parole sur justement les dessous de ta vie d'entrepreneur. C'est très intéressant. Trop bien. Merci beaucoup Estelle, merci pour l'invitation.